On a déclaré homicide dans la chambre 217. Et le tueur dort encore quelque part derrière ces murs. Les sirènes se meurent sous la pluie, la moquette boit l'odeur métallique, et l'hôtel du Levant retient souffle comme un vieil animal blessé. La porte était verrouillée, la fenêtre scellée, la carte magnétique dit la stricte vérité des machines. Adèle gît contre le lit, les yeux ouverts sur un plafond trop bas, un stylo brisé dans la paume. Varine remonte le couloir, avec la patience des gens qui savent attendre la faute des autres. Les employés parlent bas, avalent leurs alibis comme des cachets, et les clients fixent leurs valises, déjà prêts à s'éclipser. Dans la loge, les caméras se contredisent. Un reflet passe, puis s'efface. Quelqu'un a tué sans partir. L'hôtel a des poches, des replis, des galeries d'ombre. Si l'on écoute bien, on entend l'eau goutter dans un passage que personne n'admet connaître. Le couloir de l'étage 3 craque sous les pas de Varin et la pluie s'invite par la bouche d'aération, fine bruine d'intérieur qui colle au dossier. La porte 217 a l'air d'un œil fermé. On parle de serrure intacte, de cartes tracées à 22H41, puis silence jusqu'au matin. Varin demande d'abord les gestes, pas les certitudes. Maya lui tend les journaux d'occupation. Voix polie qui masque la panique des finances. Rachid, solide, répond sur les caméras, reconnaît 2 angles morts par vétusté. Louise pose des mots comme on range du linge, tout carré, tout propre, sauf une hésitation, quand on évoque un plan ancien. Camille a vu une silhouette près des escaliers de service, trop vite, trop tard. Jonas jure que les logs ne mentent pas, mais quelqu'un les a fait parler. L'hôtel, lui, garde les secrets dans ses murs. Dans la chambre, l'air a la lourdeur des lieux qui viennent de perdre quelqu'un. Varin remonte le fil du geste simple qui précède la violence. Poser son sac, allumer la lampe, vérifier la fenêtre, faire taire le téléphone. Adèle tenait un stylo, donc elle écrivait, donc elle savait. Le lit défait raconte une lutte brève, pas une crise. Le joint de la fenêtre a été pressé, pas arraché. La montre au chevet s'est arrêtée à 23H12, mais ce n'est pas une preuve, seulement une habitude de poignet. Les poils sur le parquet disent un manteau sombre, la poussière sur la grille un passage récent. Varin se tait, écoute les grincements des structures, mesure la patience du tueur. Il n'a pas fui, il a attendu que l'hôtel l'avale. La salle de sécurité respire la veille et l'habitude, mais les images ont des trous. Jonas cale son portable entre 2 écrans et la nuit se déroule en petits carrés. À 22H41, Adèle sort de l'ascenseur, sac au flanc, regard décidé. À 22H44, un chariot passe devant l'angle mort du palier. À 22H47, rien, puis une latence d'une minute entière. Rachid blêmit à peine, note pour note, connaît ses faiblesses. Maya assure que les budgets seront débloqués. Promesse soudain très tardive. Varin recense. Note le décalage entre l'horloge des caméras et celle du serveur. Un bricolage propre. Pas un hasard. Quelqu'un a appris l'hôtel comme on apprend un piano, touche après touche, et joue maintenant sans fausse note. Les couloirs, eux, attendent la reprise. La directrice veut reprendre le contrôle par les chiffres, mais la pierre gagne toujours. Maya parle assurance, pénalité, réputation, pendant que Varine écoute le bâtiment. Louise admet qu'un plan ancien traîne quelque part, avec des annotations à la main, et que certains access n'ont jamais été officiellement condamnés. Noah confirme un vide technique derrière la cloison de la 217, inaccessible, sans une clé spécifique. Camille se tord les doigts. Confesse avoir vu une silhouette près des escaliers de service, une démarche qu'elle reconnaîtrait. Jonas relève une incohérence dans les logs des cartes. Entrée à 22H41. Aucune sortie. Pourtant, le lecteur n'a pas dormi. Rachid promet de boucler les étages. Mais Varin lui demande au contraire de laisser croire au relâchement. Si le tueur a choisi l'hôtel comme refuge, il bougera quand la maison se pense seule. Au petit matin, l'hôtel fait semblant d'ouvrir comme si rien n'avait saigné dans ses chambres. Et pourtant chaque poignée devient suspecte.
Chaque reflet devient une langue qui ment. Varin fait le tour des visages avec une lenteur patiente, laisse le silence s'alourdir, jusqu'à ce que les mots tombent d'eux-mêmes. Maya déroule des chiffres, promet des audits, mais ses yeux trahissent le calcul d'une autre perte qui n'est pas que financière. Rachid jure que personne n'a franchi les issues de secours et connaît par cœur la cadence des ascenseurs. Louise, droite comme un arbre noueux, avoue des clés qu'on n'inventorie plus. Héritage d'un temps où l'on réparait sans déclarer. Jonas signale des logs qui clignotent à contretemps, signe d'un effacement habile. Camille tremble quand on évoque la silhouette près des escaliers. Elle dit la démarche avant le visage. Varin écoute, collecte, replace Adèle dans les trajectoires. Elle cherchait un nom, pas un vol. Le tueur doit savoir lesquels. Varin reconstitue la dernière journée d'Adèle comme on tend une corde au-dessus du vide. Elle a interrogé la réception sur les alarmes défaillantes, demandé un double de facture pour des chambres voisines, s'est attardée devant un couloir de service. Les réponses laissaient une odeur d'assurance truquée. Jonas, lui, montre la main invisible. Un échange de paquets entre deux serveurs la nuit précédente, une mise à jour qui ne figure sur aucun registre. Rachid prend la remarque comme une attaque personnelle, pourtant son regard s'attarde une seconde de trop sur Maya. Louise finit par glisser que l'incendie d'il y a 10 ans avait fermé 2 étages entiers, officieusement. On y entre parfois pour stocker. Camille sert le plateau. Elle y a conduit quelqu'un sur demande pour gagner du temps. Varin comprend qu'Adèle cherchait l'ombre derrière les procédures. Dans un hôtel, l'ombre a des badges et sait sourire. Dans la réserve condamnée, l'air sent la suie ancienne et l'oubli. Louise marche en tête, pas trop vite, comme si le passé pouvait encore surprendre au détour d'un chariot. Les murs portent des cicatrices noires et des inscriptions à la craie qui n'ont jamais rejoint un rapport. Noah montre un pan de cloison récent, des vis neuves, un joint trop propre. Varin approche l'oreille, derrière, un espace creux, respirant faiblement. Jonas vérifie l'alimentation. Quelqu'un a ponté une ligne, assez pour une caméra privée ou une cage d'outils. Maya tente de reprendre autorité, mais la poussière la dément. Camille n'ose plus parler, ses yeux glissent vers un crochet, où pend un double de master key, usé par une main qui ne signe jamais. L'idée prend forme. Le tueur n'est pas sorti, car il n'avait pas besoin de sortir. L'hôtel offrait déjà sa route de retour. La première ligne d'Alibis craque. Rachid dit qu'il a fait sa ronde vers 23h15. Jonas superpose les capteurs d'ascenseur et montre une marche arrière du temps sur 2 caméras. Quelqu'un a décalé l'horloge de la nuit, juste assez pour fabriquer des coïncidences. Maya proteste qu'on insinue une complicité interne. Varin répond qu'un tueur n'invente pas des minutes sans une main dans la maison. Louise lâche enfin un nom. Un sous-traitant qu'on paie en liquide, qui connaît les conduits mieux que les plans. Noah pâlit d'une nuance. Il rectifie. Ce technicien est venu le mois dernier. Pas cette semaine. Pourtant sa signature apparaît sur une livraison d'hier. Camille comprend. Elle a porté un plateau à la salle du personnel. La signature est de sa main sur demande. Varin voit se dessiner un circuit de faveur et d'intimidation où Adèle a mis les pieds à découvert. Varin réunit tout le monde dans le lobby clos au public, abat la carte de l'hôtel sur une table basse comme on déplie un corps à réparer. Il explique sans hausser la voix. L'assassin a préparé sa scène en amont, synchronisé les horloges, utilisé un passage derrière, la 217, puis attendu, dans un volume technique, avant de réapparaître au petit matin, en simple employé, client ou visiteur, longue durée. Personne ne bouge vraiment, mais les regards se tournent, chacun cherche un visage plus lisse que les autres. Maya promet d'ouvrir les archives, Louise promet de chercher les clés manquantes, Rachid promet de combler les angles morts, Jonas promet des empreintes numériques. Camille, elle, promet enfin un détail, une marche irrégulière, comme une cheville qui garde mémoire d'un vieux sceau. Varin décide de laisser la fatigue ronger la vigilance.
Le tueur, à l'intérieur, cherchera l'air. Il suffira d'enfermer l'accès. La nuit suivante, Varin demande des lumières éteintes sur 2 paliers et des rondes ostensiblement espacées. Il ne chasse pas, il appâte. Le bâtiment change de respiration. Moins de pas, plus de craquements, un ascenseur hésite avant d'obéir. Jonas, dissimulé près du local électrique, capte la respiration des circuits. Un déclenchement discret se produit au niveau du 3e. Rachid joue le gardien laxiste, cigarette éteinte, pendue aux lèvres. Badge, visible. Louise circule avec son chariot comme une métaphore. Tout paraît propre, mais quelque chose insiste sous la surface. Camille s'arrête net en entendant une cadence familière. La cheville. Varin se poste à l'angle d'un miroir et attend. Les hôtels n'aiment pas le vide. Ils le comblent avec ceux qui s'y cachent. Quand une trappe s'entr'ouvre près de la 217, le piège respire. Le tueur vient chercher l'air, précisément là où l'on en a laissé croire. Le panneau coulisse puis se fige. À l'intérieur, un souffle retient son propre souffle. Varin n'avance pas. Il parle. Il décrit la scène, la montre arrêtée, la carte à 22H41, la mythe effacée, le passage préparé après l'incendie. Sa voix pose des pierres. De l'autre côté, on grince d'impatience ou de peur. Jonas envoie un signal discret à Rachid. Un badge vient d'être lu sur une porte qu'on n'utilise jamais, celle des archives du propriétaire. Maya se raidit. Louise, elle, voit tout à coup Adèle avec un dossier beige sous le bras, le même dossier qu'on voulait reprendre la veille. Varin déplie le schéma comme un aveu collectif. Quiconque a accès aux archives a accès aux clés d'hier. Il propose une sortie, une parole avant la main sur la poignée. Le silence répond long, comme s'il comparait les prix. Dans les archives, l'odeur sèche du papier règne comme une loi ancienne. Maya cherche les registres de bail. Ses doigts tremblent à peine. Varin lui demande qui a encore une clé physique. Elle répond « Le propriétaire, bien sûr, et Louise par héritage des habitudes. » Louise confirme, mais précise que la sienne n'ouvre plus tout à fait. On a changé quelques barillets. Jonas soulève un détail. La serrure a été démontée récemment. Il en voit la trace au métal frais. Rachid couvre la porte. Noah découvre, derrière, un faux dos de classeur, un passage étroit. Camille murmure la démarche. Elle est là, étouffée dans le couloir creux. Varin comprend que le secret n'est pas seulement un couloir, c'est une gouvernance. Celui qui l'a créé de durée. Adèle n'inquiéta pas sur un accident, mais sur un système. Le tueur n'est qu'un rouage habile. Le passage mène à une colonne sèche qui court derrière une rangée de chambres, dont la 217. Sur les parois, des repères au feutre, des dates, des initiales. Noah rit sans joie. C'est un calendrier de réparation clandestine. Jonas cale un capteur. Il chuchote qu'une présence bouge lente, comme si elle connaissait chaque écho. Varin refuse la précipitation. Il parle du feu, de l'assurance, des déviations de fonds, du nom d'Adèle sur une piste qui croise celui d'un bénéficiaire discret. Louise baisse la tête. Elle savait depuis longtemps qu'on rangeait ici des choses qui n'avaient rien de textile. Rachid serre les dents. Protéger l'équipe n'autorisait pas à protéger un meurtrier. Camille, d'une voix faible, cite un prénom. Varin le retient, l'enveloppe, le remet à sa place. Il faut un fait, pas un cri, les faits avancent. La cheville approche. Le bruit cesse. Puis la trappe s'ouvre sur un visage en sueur, une main gantée, une lampe. Pas le monstre attendu, mais l'ingénierie d'une survie, combinaison discrète, sac étroit, outils trempés de poussière. Varin ne crie pas. Il nomme le dispositif, presque avec respect. Faux dos, horloge décalée, clé recopiée, attente dans la colonne sèche jusqu'au matin, sortie par une porte d'archives. Le regard du visiteur glisse vers Maya, puis vers Louise, enfin vers la caméra que Jonas tient prête.
Le roi a compris qu'il n'est plus seul dans sa mécanique. Il cherche une échappée par les toits. Rachid lui coupe la route. Camille reconnaît la cheville. Noah reconnaît ses propres schémas. Détournés. La chasse ne finit pas. Elle change d'étage. Varin sait qu'on ne tient qu'un bras de la pieuvre. La tête, elle, signe des virements. En salle d'entretien improvisée, l'homme parle vite, cale des demi-vérités comme des cales, sous une table bancale. Il se nomme sous-traitant, invoque des ordres venus de plus haut, jure n'avoir jamais vu Adèle en vie, seulement récupérer un dossier oublié. Varin écoute et, patiemment, remonte les coutures de son récit. Jonas affiche une correspondance entre un virement cash et une commande de matériel anti-fumée jamais livrée. Rachid retient sa colère quand le suspect accuse le personnel. Louise baisse les yeux. Elle se souvient d'un autre décès, étouffé dans l'administration, âpre l'incendie. Maya nie toute implication, mais sa voix cherche un terrain sûr. Camille, d'une douceur ferme, décrit à cheville blessée, la même silhouette tenant un plateau la veille. Varin comprend. La tête n'avoue pas. La tête délègue. Il faudra donc la saisir dans son propre cadre, la propriété. Les papiers d'Adèle révèlent le cœur. L'assurance de l'incendie avait couvert des travaux jamais effectués, des zones restées dangereuses, maquillées en rénovation. La signature revient, ancienne et nette. Lucien, le propriétaire, avait tout intérêt à étouffer la journaliste. Mais l'exécution n'a rien d'un caprice de riche. Elle porte la marque d'un système employant la précarité comme outil. Varin recoupe les dates. Chaque pic de trésorerie coïncide avec une fermeture partielle, chaque fermeture avec un accident. Louise serre ses clés comme on serre un mea culpa. Jonas isole un appel nocturne depuis le bureau directeur vers un portable jetable. Maya écoute et blanchit sans s'effondrer. Elle sait que la chute d'un nom peut entraîner un bâtiment entier. Varin mesure la morale du piège à venir. Faire venir Lucien pour protéger son bien, le forcer à toucher son propre dispositif. Le plan est simple et cruel. Faire croire à une inspection surprise et inviter Lucien à sécuriser les archives. Varise la scène comme un théâtre pauvre. Un couloir, une table, un dossier qu'on ne peut pas s'empêcher de toucher. Jonas, depuis la sécurité, rétablit les horloges. Rachid positionne les caméras de sorte que rien ne manque. Louise cache ses clés. Camille prend le rôle d'une employée ignorante mais attentive. Noah prépare la trappe pour qu'elle se verrouille de l'intérieur. Quand Lucien entre, l'hôtel se retient de respirer. Il parle peu, regarde beaucoup, pèse chaque grain de poussière comme un témoin à charge. Varin l'accompagne sans servilité, propose des faits, laisse des silences où l'on tombe de soi-même. La main de Lucien, enfin, se pose sur le dossier d'Adèle. C'est un geste d'habitude, mais cette fois le papier mord. Il nie, bien sûr. Il parle d'un acharnement, de la confusion entre gestion et faute, d'une journaliste qui ne comprenait pas la réalité d'un chantier. Varin n'oppose pas de morale. Il oppose de la mécanique, les horloges, les couloirs, la cheville, le badge. Jonas diffuse le flux rétabli, qui montre le sous-traitant sortant des archives à l'aube grâce à un code inscrit sur un post-it collé sous le bureau directeur. Le post-it porte une écriture sèche, reconnaissable, que Louise identifie sans hésiter. Maya ferme les yeux, un bref instant, comme si elle tombait dans un puits sans fond. Rachid verrouille le couloir. Le roi est pris non parce qu'il a frappé, mais parce qu'il a réglé l'heure. Varin propose à Lucien la vérité utile, parler de l'incendie ancien pour alléger la peine du présent. Lucien sourit. Il préfère l'autel aux aveux. La dernière carte est psychologique. Varin rouvre la 217, y ramène l'odeur de pluie et la géographie du meurtre. Il demande à Lucien de rester debout là où Adèle est tombée et de décrire ce qu'il voit, pas une scène mais une perte d'emprise.
Les mots accrochent au tapis. Jonas lit à voix basse un extrait de l'article inachevé, la chaîne de décision qui transforme un incendie en rente. Louise pose enfin la clé maîtresse sur la table de chevet, offrande, épreuve. Maya, d'une voix éteinte, confirme le post-it. Elle en connaît la main. Rachid annonce que la presse attend déjà dehors. Camille ferme les rideaux. Noah démonte la grille. La poussière garde l'empreinte d'une chaussure qui boite. Varin ne demande plus. Il constate. Le tueur n'a jamais quitté l'hôtel. Il y vivait à l'abri d'une signature. Le bâtiment, lui, respire mieux. Au matin, l'hôtel ressemble à un navire amarré dans une rade grise. Rien ne bouge, mais tout craque. Lucien a quitté la 217 sans se compromettre davantage, drapé dans son dédain. Et pourtant, les alibis commencent à se fendre comme du plâtre humide. Varin la nuit. La minute effacée attrape le code sous le bureau. Il manque encore la main directe sur Adèle. Jonas recompose le trafic réseau et trouve une connexion locale active dans la colonne sèche à 23H9. Rachid admet un déplacement non déclaré pour calmer une dispute en cuisine. Camille affirme que cette dispute n'a jamais eu lieu. Louise tremble lorsqu'elle comprend que l'horloge ne sauvera personne. Elle savait l'existence du passage. Elle a même prêté une clé, Yua, pour dépanner Yo. Le mot pèse. Varin suit la pesanteur. Dépanner qui et de quoi? La cuisine rend un bruit de chambre d'écho. Chaque cuillère est une alarme. Rachid répétait son histoire. Mais Varin montre l'itinéraire de son badge. Il s'est arrêté exactement devant la porte des archives au moment où la connexion s'ouvrait dans la colonne. Rachid soutient qu'il protégeait l'équipe, qu'il devait vérifier une fuite. Louise intervient trop tard. Son regard le précède. Camille raconte la veille. Un plateau porté à la 217 sur demande spéciale. Pas d'alcool, juste une bouilloire. Maya sert sa tasse avec 2 mains pour ne pas trembler. Jonas prouve qu'un téléphone s'est connecté à un relais clandestin fabriqué avec un adaptateur d'alarme. Yoge qui a le geste pour poser ça sans couper la nuée. Yo demande Varin. Noah répond sans s'épargner. Quelqu'un qui connaît mes schémas et mes vices. Dans la colonne sèche, Noah démonte l'adaptateur pirate avec la prudence d'un urgentiste. Le dispositif raconte un récit trop propre. Prise sur une ligne d'alarme, pontage discret, autonomie de 2 heures. Juste assez pour couper l'œil et laisser un tueur travailler au calme. Varin écoute le métal. Le bricolage n'est pas une arme, c'est un écran. Il cherche la main derrière l'écran. Louise craque en silence. Elle avoue une faveur payée en promesses, prête depuis des années. Égay empêchait un scandale d'emporter les emplois. Dué. Elle a prêté la clé au sous-traitant, pas pour tuer, mais pour remettre des Kerouac une serrure. Varin n'absout pas. Il avance. Ce soir-là, qui est entré dans la 217 après 22H41? Les regards se posent sur une absence. Personne ou quelqu'un qui avait le plateau et la cheville. Varin recompose le trajet du plateau. Cuisine, ascenseur de service, palier, 217. Camille se revoit, frappe 2 fois, dépose, repart. Mais une porte latérale s'est entr'ouverte sur un souffle connu, une démarche boiteuse qu'elle associait à un membre de l'équipe technique. Elle n'a pas osé regarder. Jonas aligne les secondes et attrape un reflet dans la plaque d'ascenseur. Une silhouette qui passe, épaules étroites, capuche relevée. Noah reconnaît un gilet de maintenance prêté à Hyuga, un ami vieux venu l'aider l'hiver dernier. Rachid serre la mâchoire. Il a couvert un passage Sheriday pour ne pas envenimer Yo. Maya se raccroche à la gestion. Parle d'audit, d'excuses aux familles, de protocole. Varin tranche. Il n'y aura pas d'excuses qui tiennent lieu de preuve. Il veut la scène exacte, geste par geste, jusqu'à la chute d'Adèle. Dans la 217, Varin rejoue la scène, la bouilloire encore tiède à 23H5, le stylo brisé, la trace d'un genou près du chevet. Il parle. Simple. Adèle a ouvert à quelqu'un qu'elle croyait du personnel, peut-être pour un réglage de chauffage. La discussion a tourné court. Menaces,
Dossier, non. Le choc n'a pas été long. La mise en scène a pris le relais. Louise s'effondre à moitié. Avoue avoir supplié qu'on ouvre calme yo Adèle, qu'on gagne du temps jusqu'au retour de Lucien. Qui a posé la main? Camille lève enfin le menton. Elle a reconnu la cadence et le souffle lorsqu'elle a croisé le palier. Ce n'était pas le sous-traitant. C'était quelqu'un qui vit dans l'hôtel, depuis toujours, invisible, à force d'être partout. Varin orchestre un faux relâchement. Effectif, réduit, couloir rendu au silence, radio au minimum. Il veut que la culpabilité cherche l'oubli dans les murs. Jonas installe un filet de capteurs discret. Noah replace une grille avec un ressort calculé. Rachid joue la routine fatiguée. Maya hésite à coopérer jusqu'au bout. Elle finit par fournir une liste non officielle des accès restés actifs depuis l'incendie. Camille accepte de refaire le trajet du plateau à la même heure, seule, pour remuer la mémoire du tueur. Louise demande à parler à Varin, puis renonce. Certaines vérités exigent d'être arrachées. La pluie redouble. À 22h41, comme la veille, un souffle court devant la 217. Varin ferme la main. Le piège n'attend plus que la main qu'il a tendue autrefois. Le détecteur couine sans bruit. La grille bouge. Varin, à voix basse, égrène l'effet comme un chapelet implacable, assez fort pour traverser la cloison. Une main hésite, se retire, revient. Camille pose le plateau et se retire de 3 pas, le cœur bravé par sa propre peur. Jonas signale un badge dormant qui s'active soudain, celui de la gouvernante générale, porté par Egege, héritage. Dieu! Louise ferme les yeux. Elle avance, ouvre la trappe qu'elle seule a huilée pendant des années et tend son bras vers un dossier qu'elle a caché, pas détruit. Varin comprend la forme du drame. Louise n'a pas voulu tuer. Elle a voulu détourner l'orage. En voulant l'apaiser, elle a éteint une vie. Et depuis, elle nourrit le monstre de silence. Louise parle enfin. Adèle avait découvert le circuit d'argent et les yoga, rénovation, fantôme, you. Elle est montée pour confronter la direction, a croisé Louise qui tentait de retenir le scandale jusqu'au lendemain. Une bousculade, un choc contre l'angle du chevet, le silence impossible. Le sous-traitant, prévenu par un appel, a pris la suite. Pivotage 2 minutes, trappe, attente dans la colonne. Louise s'est tue, persuadée de protéger les siens. Varin écoute sans interrompre, puis nomme ce qui pèse, protéger n'est pas sauvé. Maya encaisse l'aveu comme une lame. Rachid détourne le regard, honteux d'avoir couvert. Jonas sauvegarde la confession audio. Noah serre le poing en voyant ses schémas retournés contre la dignité. Camille pose une main sur l'épaule de Louise. Le couloir, pour une fois, ne ment plus. Reste la tête. Varin sait que l'aveu de Louise pesera. Mais sans la main qui a armé la scène, la vérité boite. Il appelle Lucien, sous prétexte d'une remise de Clef et d'une Yobé solution discrète yo. Jonas prépare un partage en direct avec le parquet. Rachid sécurise les accès. Noah remonte la trappe pour qu'elle claque quand on la tire. Maya fait un pas qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle propose ses mails privés où l'on lit la pression, les menaces voilées, l'obsession des chiffres. Camille prépare la salle de réunion comme on prépare un adieu. Lorsque Lucien arrive, il sent l'odeur de pluie et de faim. Varin laisse la pièce se construire d'elle-même. Un dossier, une clé, une chaise vide qui attend un aveu. Le propriétaire s'assoit comme on monte sur un cheval sûr. Varin déroule, sans pression visible. L'appel nocturne, le code sous le bureau, le sous-traitant payé, l'aveu de Louise, l'adaptateur posé sur une ligne d'alarme. Il ne demande pas pourquoi, il montre comment. Lucien tente l'indignation, puis l'ironie, puis le vide. Jonas ouvre la ligne avec le parquet. La pièce devient témoin.
Rachid annonce que la presse est de nouveau au seuil, pas par menace, par hygiène. Maya dépose ses mails. Voix égale. Elle en a terminé avec l'ombre. Louise répète. Plus net. Noah pose la grille sur la table. Le ressort claque. Camille, droite, apporte les verres. L'eau tremble et s'apaise. Varin, alors, offre une dernière sortie. La vérité contre la dignité feinte. Lucien choisit l'hôtel. On lui prend la canne. La tempête, dehors, décroît. L'hôtel respire autrement, comme si les murs se souvenaient qu'ils ont été construits pour abriter et non pour cacher. Varin marche seul dans le couloir vide. Écoute la pluie décroissante. Vérifie une dernière fois les angles morts qui auront désormais un autre nom. Des angles corrigés. Jonas sauvegarde, duplique, scelle. Rachid réunit l'équipe et offre des excuses sans condition. Il restera, mais autrement. Maya signe une déposition, propose de coopérer pour que l'hôtel survive à sa mue. Louise, escortée, remercie Camille d'un regard qui ressemble à un adieu. Noah promet de refaire les circuits proprement, de laisser les trappes devenir des trappes. La 217, close et propre, n'a plus d'odeur métallique. Adèle n'aura pas d'édition spéciale, elle aura un article complet, posthume, que Varin a promis de faire publier. Parfois, la justice n'a pas de ruban, mais des lignes droites. La presse entre, prudente, flairant les restes de tempête. Varin parle peu, donne des faits. Une journaliste tenace. Un système qui confondait entretien et camouflage. Une mort née d'un calcul et achevée par la panique. Pas d'héroïsme, juste des responsabilités nommées. Jonas remet des copies aux enquêteurs. Maya annonce la fermeture de 2 étages pour travaux véritables. Rachid promet des procédures écrites où la loyauté sera un acte, pas un secret. Noah présente le plan d'assainissement du réseau. Camille demande à rester malgré tout pour au guet voir l'hôtel guérir. Louise passe, tête inclinée, vers le véhicule qui l'attend. Varin regarde la pluie cesser. Les hôtels survivent à tout, même à leurs propriétaires. La mémoire, elle, n'a pas d'issue de secours. Au commissariat, le dossier prend de l'épaisseur tranquille des choses solides. Aveux enregistrés, métadonnées nettoyées, trajectoire recomposée. Varin signe ses rapports en évitant les effets. Il préfère les charnir au slogan. Jonas sourit pour la première fois depuis 2 jours. L'architecture tient. Maya dépose une seconde fois, plus loin, plus net. Rachid accepte une mise à pied temporaire. Il reviendra mettre en place ce qu'il aurait voulu voir hier. Camille se rend à l'hôpital pour faire retirer les poings d'une vieille peur. Noah envoie un message à l'équipe de maintenance. Yeuge on répare pour vrai yeux. Louise, dans une salle blanche, regarde ses mains. Elles savent encore plier des draps. Elles ont plié une nuit entière. Varin sort prendre l'air. La ville n'a pas besoin de savoir son nom. Varin y retourne une dernière fois à l'hôtel du Levant. Il passe la main sur la rambarde froide, s'arrête devant la 217 et écoute, non plus pour traquer, mais pour vérifier que le silence n'est plus une arme. Les plafonniers clignotent une fois puis s'installent. La moquette a séché. Maya vient à sa rencontre, fatiguée et droite, remercie sans flatter. Elle parle d'indemnisation, de mémoire, d'un mur où figureront les noms des incidents et non plus les portraits des propriétaires. Rachid ouvre le local sécurité aux artisans qui changent déjà les caméras. Camille rit doucement en repliant un chariot neuf. Noah a inscrit sur la trappe un numéro d'intervention officielle. Jonas envoie le dernier upload. Varin pense à Adèle. Elle aura sa place, au bout du couloir, là où on verra le soir. Le soir, l'hôtel se reflète dans la chaussée mouillée. Varin s'éloigne sans précipitation, le pas accordé à la ville. Il pense à ce que les bâtiments gardent et à ce qu'ils rendent quand on insiste. La chambre 217 restera une chambre. Le meurtre, lui,
aura cessé d'être un secret d'architecture. Adèle aura un texte, pas une rumeur. Louise aura une justice qui ne rend pas la nuit meilleure, mais la nomme. Maya apprendra à diriger dans la lumière. Rachid à protéger sans effacer. Jonas a confié ses pare-feux aux archives. Noah a prêté ses schémas au bien commun. Camille à ne plus baisser les yeux. Varin ne croit pas aux fins, seulement au point d'arrêt. Il lève le col, sourit à la pluie revenue, et laisse l'autel du Levant respirer enfin sans lui.